Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Le thème que je vous propose aujourd'hui s'intitule « Qu'est-ce qu'un collège-lycée Montessori ?» Pourquoi ai-je choisi ce thème? Eh bien, je visite depuis plus de 2 décennies des structures montessoriennes au gré de mes voyages et possibilités d'accueil. Il n'y a pas de structure de la sorte en France actuellement, en 2018. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Alors, j'ai eu envie ce soir de vous proposer de partager les caractéristiques et une analyse de ces lieux qui accueillent des préadolescents et des adolescents. Vous pouvez voir quelle photo j'ai choisi pour illustrer donc ce genre de structure qu'on va appeler collège-lycée Montessori. Parfois, ça peut être simplement le lycée, mais souvent c'est collège et lycée. Donc j'ai choisi cette jolie photo avec un ciel bleu plutôt que celle-ci. Alors je vous propose de continuer dans ce webinaire pour comprendre pourquoi ce choix et pourquoi vous ne trouvez pas vraiment de structure actuellement en France. Pour terminer la mise en contexte de ce thème, je vous propose de commencer par une vidéo réalisée après ma dernière visite d'un collège-lycée Montessori public dans l'État du Colorado, et c'était en mars 2018. C'était dans le cadre de conférences internationales Montessori qui réunissent 4500 personnes, et Caroline et moi-même avons participé d'ailleurs lors de ces conférences à une marche pour la paix. On y reviendra tout à l'heure. Mais je vous laisse découvrir cette petite mise en contexte avec des photos. Voilà, j'espère que ces photos et vidéos vous ont mis l'eau à la bouche. Et si vous restez avec nous, continuons en démarrant par le planning. Voyons désormais plus précisément ce qu'était la vision de Maria Montessori sur l'éducation des adolescents. Alors, pour cela, je vous propose de résumer ses écrits dans une première partie. Puis, je vous détaillerai plusieurs structures visitées aux États-Unis et en Europe. Et Caroline aussi prendra la parole pour vous présenter l'une d'elles qu'elle a visitée. Et ensuite, nous conclurons sur ce thème. Alors, quelles sont les ressources que j'ai utilisées? Dans un premier temps, évidemment, je m'appuie toujours sur une bibliographie. Maria Montessori, notamment dans deux livres, From Childhood to Adolescence et L'enfant et la paix. Pierre-Yves Albrecht, que j'ai aussi présenté lors d'un webinaire, qui est un éducateur qui travaille avec donc des adultes, des jeunes adultes et puis des adolescents. Et je me suis aussi inspirée de Ron Miller, qui a écrit What Are Schools For, qui est un pédagogue qui a été aussi lui-même formé à la pédagogie Montessori, mais qui est surtout sur l'éducation holistique. Ensuite, je vais vous présenter des structures existantes à travers des photos. Justement, c'est l'objet de ce webinaire. Et Caroline aussi vous présentera l'une des structures qu'elle a visitées. On a envie de vous mettre l'eau à la bouche grâce à ces visites de formidables structures dont on a pu bénéficier.
Et enfin, effectivement, j'ai reçu une formation au niveau adolescent et j'ai une pratique dans certaines classes, dans Montessori, avec un enseignement de plusieurs topics, plusieurs thèmes. Voilà, pour les ressources. Alors, je voudrais commencer ce webinaire par un petit peu d'histoire. Et donc de parler du terme qui est utilisé, qui est un terme allemand, Erdkinder. Alors je ne parle pas allemand, mais j'espère que je ne l'ai pas trop écorché. Ça veut dire les enfants de la Terre dans le sens sol plutôt que planète. Alors Maria Montessori utilise justement ce terme pour décrire cette structure éducative très particulière que l'on va détailler par la suite, qui accueillait des enfants âgés entre 12 et 18 ans. Alors, il se trouve que c'est aux États-Unis, justement, que son petit-fils Mario Junior a été le premier à tenter des expériences concrètes de ce modèle d'éducation que sa grand-mère avait détaillé avec son père, justement, Mario. Et donc, ça s'est passé, d'après les archives que j'ai pu avoir, ça s'est passé entre les années 1973 et 1996. Mais c'est justement à partir de 1996 que sa tante, Renilde Montessori, la dernière petite fille de Maria qui est décédée il y a quelques années, qui est espagnole, donc Renilde Montessori, c'est elle qui a donné l'élan au premier projet de ferme Montessori qui a été soutenu par une fondation, la fondation Hershey. C'est pour ça que j'ai mis la photo de cette boutique. Ce sont des chocolats très réputés aux États-Unis. Donc, c'est cette fondation. Il y a la photo de la dame, là, Madame Hershey, qui a participé justement au financement. Et c'était à Cleveland. Alors, lors de ce lancement, justement, Renilde Montessori, sa petite fille, en a profité pour parler de certains essais, certaines structures qui avaient vu le jour dans des coins urbains et qui portaient le nom Montessori. Et elle les a fortement condamnés en disant que ça n'était pas du tout conforme au projet que Maria et Mario avaient écrit et qu'il fallait absolument que ce soit dans des structures plutôt campagnardes, moins urbaines, et c'est ce que l'on va voir ce soir. Alors c'est une association américaine qui s'appelle NAMTA, qui a été la première à s'intéresser à cette tranche d'âge. Comme je viens de le dire, c'est assez récent, puisque ça date pratiquement de 1996. Et cette association a commencé à diffuser des informations, à organiser aussi des formations. Et c'est en l'an 2000, donc il y a simplement 18 ans, vous voyez, que va naître la première ferme Montessori, avec un internat possible pour les adolescents. Et encore une fois, c'est grâce à la fondation dont je viens de parler et que vous voyez en image. Alors l'école, elle, avait été créée en 1978. Elle avait déjà donc le cursus pour les plus jeunes. Mais justement, ça n'est qu'en 2000 qu'elle fut la première à proposer un cursus Montessori complet qui permettait d'accueillir les enfants jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. C'était donc très novateur, très nouveau. Alors, elle continue à exister, bien évidemment, cette école, et à accueillir des familles, et voire même des éducateurs qu'elle forme. Mais elle fonctionne grâce à des donations, alors peut-être plus uniquement de la Fondation Hershey, mais des donations de plusieurs financeurs, parce qu'il faut plusieurs millions de dollars pour faire tourner cette petite structure qui, effectivement, moi je pense qu'elle est assez petite, puisqu'elle accueille 270 élèves actuellement. Voilà pour un petit historique. Alors la définition, qu'est-ce qu'un collège-lycée Montessori? Alors encore une fois, selon ce que Maria et son fils préconisaient, il s'agit d'une structure au sein de laquelle les jeunes sont vraiment des acteurs de leur transformation de la vie d'enfant vers la vie d'adulte autonome. Alors, l'objet de ce webinaire, ça n'est pas justement de voir qu'est-ce que la vision vraiment montessorienne de l'adolescence. Je vous propose de revenir plus tard parce qu'il faut vraiment que ce sujet fasse l'objet d'une session complète, d'un webinaire complet. Ce que je voulais faire ce soir, c'est déjà commencer par vous présenter des structures existantes et conformes, comme je disais tout à l'heure, pour vous mettre l'eau à la bouche.
Alors, les adolescents, selon Maria et Mario, ont un rôle à jouer dans la communauté sociale qui va être autour de l'école, mais aussi au sein de leur petite communauté sociale, qui est celle de leur école. Pour cela, ils vont accomplir des tâches selon leurs besoins fondamentaux. C'est un concept fort chez Maria Montessori. Et là, on va avoir donc à leur disposition, on va mettre à leur disposition une ferme, une mini-ferme, on peut appeler ça aussi, un atelier d'artisanat, on le verra tout à l'heure, parce qu'ils vont fabriquer, utiliser leur créativité, mais à travers donc des choses réellement concrètes, qu'ils vont mettre d'ailleurs en vente dans une petite boutique. Au-delà de la mini-ferme, puisqu'on a le soin des animaux, on a aussi évidemment l'expérience de planter, hein, de semer, de récolter. Donc on peut avoir un potager, un verger, des champs. Et évidemment, ils accomplissent donc au sein de cette communauté des actes d'accueil, de visiteurs. Ils travaillent aussi avec la communauté extérieure, avec des professionnels. S'ils ont eux-mêmes, en tant qu'adolescents, le vœu d'être par exemple architecte, eh bien ils auront des sessions chez l'architecte de leur ville, leur village. Ils peuvent faire des stages, voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors voilà. Bien entendu, il faudrait plus de temps pour s'attarder sur la définition, je l'ai dit, et puis sur ces 6 années que les jeunes vont passer durant tout le collège et le lycée dans cette structure. Comme d'habitude, je vous propose quelques citations. Cette fois, c'est sur le thème de l'adolescence. La première citation est de Pierre-Yves Albrecht, dont j'ai parlé tout à l'heure. La pédagogie initiatique consiste à marquer les différentes phases de transformation, de progression d'un individu, depuis la petite enfance jusqu'à sa mort. La deuxième citation est de Maria. Notre but est d'aider l'enfant à prendre conscience du rôle important joué par l'humanité et aussi de celui qui lui reste à jouer, car le fait même de comprendre cela élève l'esprit et le rend plus lucide. Et la troisième, sur l'adolescence, de Bernard Shaw. L'adolescence est l'âge où les enfants commencent à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils posent. Commençons par le collège néerlandais. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque il n'y a pas vraiment de structure en France, je voudrais donc rapidement vous expliquer pourquoi, un certain nombre de raisons que j'ai listées. La première, c'est qu'il n'y en a jamais eu, donc on n'hérite de rien. Ensuite, eh bien, nous n'avons pas les connaissances pédagogiques pour mettre en place ce genre de structure. Elles sont difficiles à obtenir, je l'ai dit. Il faut aller se former à l'étranger, dans des structures existantes depuis un certain temps, pour pouvoir en tirer vraiment une formation solide. Et donc, il faut voyager, s'éloigner de son pays et de sa langue, puisque la formation aura lieu aux États-Unis en anglais. Quand bien même on aurait la possibilité d'être formé et d'hériter et de recruter des éducateurs, eh bien financièrement c'est très difficile. Vous avez vu tout à l'heure, je parlais de fondations qui déversent des millions de dollars. Eh bien ici, on ne va pas avoir d'aide ni étatique ni privée pour créer ce genre de structure. Or, il faut vraiment avoir des locaux adéquats et des éducateurs et ça coûte très cher. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on est obligé de s'inspirer et puis d'admirer ce qui se passe à l'étranger. Alors, c'est ce que je fais, moi, depuis un certain temps, puisque ce collège, je l'ai visité il y a 23 ans, maintenant exactement. Et puis, je visite, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé, il y a une vingtaine d'années, d'écrire le tout premier livre en langue française qui présentait la pédagogie Montessori. J'en ai écrit d'autres, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait à peine 3 livres de Maria traduits en français. Ça peut sembler étonnant 20 ans plus tard, mais c'est le cas, je peux vous le certifier. Et donc, j'étais la première à écrire un livre qui décrivait ce qu'était la pédagogie Montessori. Alors, j'avais organisé donc ce voyage de découverte de structure avec une amie et ses 2 enfants.
On a visité ce collège et on a visité également une école maternelle. Et les Néerlandais nous ont vraiment fait un très bon accueil dans les deux structures, je dois dire. Alors c'est surtout le collège que l'on attendait vraiment beaucoup parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait découvrir. On a été étonnés par plusieurs faits. Le premier, c'est qu'on pensait trouver du matériel pédagogique. On avait une conception du matériel pédagogique, vous voyez, la tour de cube, quelque chose de dur à toucher, à manipuler, et en fait, c'était pas ça. Et on n'avait pas anticipé qu'au collège, eh bien, le matériel pédagogique, ça peut être des fichiers, ça peut être tout à fait différent. Une autre source d'étonnement était le fait que les jeunes ne faisaient pas vraiment partie d'un groupe classe. Ils étaient très autonomes, ils faisaient le choix de matières et donc pouvaient aller dans des matières dans lesquelles ils pouvaient exceller et avoir plusieurs années d'avance, ou à contrario, démarrer une langue étrangère ou un autre thème. Et ils étaient aussi supervisés, entre guillemets, par un éducateur référent. Ça peut faire penser à Picler pour les bébés, mais là, on est dans le collège et ils avaient effectivement un éducateur référent qui était là pour les suivre, puisque, comme je viens de le dire, quand on ne fait pas partie d'un groupe classe, on est très électron libre et parfois, quand on est jeune, ça peut être difficile. Voilà les sources d'étonnement de ces structures. Alors, évidemment, on n'a pas vu de ferme. Je ne vous ai pas mis de photos parce qu'à l'époque, j'en avais pas pris beaucoup, ou en tous les cas vraiment intéressantes pour vous les montrer ce soir. Alors oui, il n'y avait pas de ferme. Il n'y avait pas d'atelier de fabrication, pas de jardin, tout ce qu'on va décrire ce soir, parce qu'on était en pleine ville. Et effectivement, comme Renilde le disait entre guillemets tout à l'heure, ça n'était pas conforme. À l'époque, moi, j'en ai pas vu vraiment de critique, parce que il n'y avait pas, encore une fois, grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, en tous les cas, en tant que critère, que collège Montessori. Voilà pour le collège néerlandais. Alors je vous propose de changer de pays et de nous rendre en Allemagne, dans une très belle région qui est la Bavière, enfin moi je le trouve très belle. Et là c'est une structure collège-lycée qui tourne actuellement, qui accueille plusieurs centaines d'enfants, je crois qu'ils étaient aussi un petit peu moins de 300, et qui étaient âgés entre 3 et 19 ans. Donc on est en pleine campagne, c'est vraiment très beau. En plus j'y suis allée en été, donc c'est fabuleux. Les enfants arrivent par le bus le matin et repartent le soir aussi par le bus. Alors j'ai également pu suivre plusieurs sessions de formation organisées par l'équipe pédagogique qui est vraiment très pointue dans cet établissement. Que dire sur cet établissement? Évidemment, c'est bilingue, anglais. Dès le primaire, les enfants apprenaient l'anglais. Alors, je vais vous partager d'autres photos de ce collège-lycée allemand. La première photo, c'est celle d'un petit atrium extérieur aux autres bâtiments. Et ça, c'était assez cocasse. Donc, on peut appeler ça aussi une salle de silence dans laquelle les jeunes peuvent venir réfléchir, prier seuls, ou alors ils peuvent venir avec d'autres enfants avec lesquels ils se sont disputés, ils étaient en conflit, ou ils ont besoin de discuter avec eux. Donc c'était vraiment une petite salle organisée rien que pour ça. Donc c'était assez étonnant aussi. Donc c'est une très grande propriété cette école, je crois que c'était un ancien couvent, je ne sais plus très bien, mais il y avait beaucoup de bâtiments et beaucoup d'espace. Quoi qu'il en soit, il y avait aussi un grand hangar et au sein de ce grand hangar, les jeunes pouvaient à tout moment venir faire de la peinture bombée sur les murs pour exprimer, pour être créatif, ou aussi construire, je vous ai mis à droite là, la photo d'un mobilier en bois qui a été découpé, c'est une bibliothèque pour mettre des livres. Ils peuvent venir à tout moment pendant la pause de midi ou éventuellement aussi, ça peut être planifié dans leur planning hebdomadaire. Une dernière curiosité, moi que j'ai beaucoup aussi appréciée dans ce collège-lycée allemand, c'est le jardin de l'école. Alors il se trouve que j'ai eu la chance non seulement de m'y promener et puis de bénéficier de toutes ces odeurs et de toutes ces couleurs, puisque c'était la bonne saison en plus, mais j'ai aussi rencontré le jardinier
qui m'a expliqué que les enfants de l'école ne venaient pas dans le jardin. Alors ça m'a beaucoup étonnée, j'ai trouvé cela fort dommage parce que c'était vraiment un petit paradis. Pour l'instant, c'est simplement pour les papillons, on va dire. Et ce jardinier, on a déjeuné ensemble dans la cantine de la structure et figurez-vous qu'il parlait 3 langues. Et il m'a appris aussi qu'il était allé lui-même dans une structure Rudolf Steiner quand il était jeune. Et donc, c'est assez représenté, hein, évidemment, en Allemagne. Donc, on a beaucoup discuté. Il était passionnant parce qu'il s'occupait d'adolescents en réinsertion et qui venaient dans ce jardin. Eux ne faisaient pas partie de l'école, mais il les accueillait justement pour leur apprendre à cultiver, à planter, pour les aider. Et on a tous les deux espéré que bientôt ce serait le tour des enfants de l'école. Voilà pour ce petit tour en Allemagne. Alors traversons l'Atlantique et revenons à la structure que vous avez pu voir en introduction dans la vidéo qui représentait donc ce collège-lycée dans l'État du Colorado. Au sein de ce lycée, il y a aussi, je le précise, une maternelle et des classes élémentaires. Alors, c'est un établissement gratuit car il est sous contrat, on appelle ça Charter School. Il y en a de nombreux dans ce pays. Les Charter Schools ont été créés dans les années 1960 pour pallier à l'époque aux difficultés des écoles publiques. Tous les États américains ont des charter schools, mais parfois ça peut être payant, comme dans l'État de Ohio. J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué cela. Ça n'est pas un programme fédéral, donc ça va dépendre effectivement d'un État des États-Unis à l'autre et des finances aussi, des financements et des richesses de l'éducation nationale de chaque État, si on peut dire. Alors moi, j'ai d'ailleurs travaillé donc, en tant qu'éducatrice Montessori dans une charter school, mais en Floride. Et là, c'était gratuit et ça n'accueillait que, si je puis dire, enfin ça accueillait des enfants âgés entre 5 et 15 ans. Mais revenons à cette structure du Colorado, là, que je vais vous détailler, en photo encore une fois. Donc les enfants, comme je viens de le dire, il y avait la classe maternelle et la classe jusqu'à la classe du lycée, donc c'était entre 5 et 18 ans. 300 élèves, 45 intervenants, donc vous voyez, c'est beaucoup de monde, hein, s'il faut payer les salaires de tous ces intervenants. La mini-ferme que vous avez vue dans la vidéo, avec donc un grand jardin, des cultures, un tracteur, ils étaient équipés d'un tracteur que les jeunes conduisent. Il y a, on va le détailler, une maker room, une petite boutique, et puis un programme, je l'ai dit tout à l'heure aussi, d'échange avec le monde extérieur, et ce qu'on appelle aussi un dual program, c'est-à-dire que dès le lycée, ils peuvent commencer des classes universitaires, pour ceux qui sont avancés. Et en plus, c'est gratuit, donc les études étant assez chères aux États-Unis, c'est toujours bon pour les bons élèves de commencer gratuitement quelques crédits de leurs études supérieures. Alors voilà, là c'est un tableau que j'ai pris en photo dans une petite salle. La pédagogie, elle est évidemment individuelle et le cursus multi-âge. Alors c'est d'ailleurs assez compliqué pour nous en tant que visiteurs de comprendre justement comment tout ça est organisé parce qu'il y a plein d'options possibles, différentes et chacun va gérer son planning personnel. Il doit se rendre à un endroit pour une certaine matière. Finalement, moi je trouve que c'est un petit peu comme dans un collège français où on commence aussi dans certains établissements dès la 6e à devoir se déplacer dans la salle d'anglais, puis ensuite à l'autre bout du collège pour faire du français ou des maths. Sauf que là, bon, c'est dans un lycée ferme Montessori et c'est beaucoup plus fluide à mon avis. Alors voilà une autre photo de cette classe de mathématiques. Comme vous le voyez, elle est assez petite parce que ce sont des petits groupes de collégiens ou lycéens qui s'y rendent en même temps. Il y a toujours un professeur, il est dans sa classe. Il y a des étagères, du matériel sensoriel, des tableaux blancs et il y règne une ambiance très décontractée mais studieuse. On a pu visiter pendant justement que l'école fonctionnait ces lieux et on a vu les étudiants, on pourrait les appeler comme ça, qui travaillent et puis on a pu aussi questionner le professeur parce qu'il se rend disponible pour répondre aussi aux questions des visiteurs sur les lieux.
Alors là, c'est la photo d'un espace central dans l'école. C'est clos, il n'y a pas de fenêtre extérieure, simplement des petits vasistas là, qui donnent directement sur les couloirs de circulation tout autour. C'est une grande salle, elle est très haute de le plafond, elle va servir à des représentations, des conférences. J'ai d'ailleurs assisté à la conférence du directeur de l'école qui nous accueillait. Ça peut être aussi une salle d'examen ou de contrôle, comme au moment où j'ai pris la photo, et ils étaient en silence en train de travailler. C'est aussi un lieu qui, s'il est disponible, peut être à tout moment investigué par les jeunes en cours de journée. Un autre endroit très sympa de cette même structure, que j'appellerais un atelier de sculpture d'argile. Donc c'est un bâtiment qui est vraiment intégré aux autres classes. Et il fait vraiment partie intégrante des locaux. Et je pense que Mario et Maria auraient vraiment été très contents de voir que les jeunes sont actifs et créatifs et expérimentent un commerce local grâce à cette organisation. Depuis, évidemment, l'art-thérapie a prouvé toute la force qu'elle a donné du sens et a aidé à être dans la pratique et dans le concret. On est toujours au Colorado et justement au moment où j'ai visité l'école, les États-Unis étaient sous le choc du dernier shooting là, de Parkland et vous voyez que sur le mur de la classe, il y a une annonce qui dit « Nous marchons pour l'espoir et non la haine ». Et Caroline et moi même avons participé à une marche organisée par l'association Montessori américaine dans le centre de Denver. C'est la photo en bas à droite avec des panneaux justement Montessori et sur les écoles. Dans la cour, si je puis l'appeler comme ça, puisque c'est presque un champ, dans la cour de récréation, ça s'étend sur plusieurs hectares, on pouvait y voir une petite maison, tiny house, vous voyez le petit panneau là, qui indique qu'une structure, une petite maison est en cours de construction par les jeunes eux-mêmes. Voilà, il faudrait que je retourne d'ici quelques mois pour voir ce que ça a donné. Mais j'ai trouvé ça très sympa. On en a presque fini avec le Colorado, si je puis dire, avec la présentation que je voulais vous faire ce soir de The Maker Room. Donc là, c'était une grande salle où il y avait un professeur aussi qui nous accueillait pour la visite, mais il est en permanence dans cette salle. Il est dédié et parce que il doit aider les jeunes par rapport au projet qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc c'est tout équipé, tout rangé, tout bien classé, c'est assez fabuleux. Il y a du matériel, du beau matériel comme des imprimantes 3D ou des imprimantes qui peuvent imprimer sur des supports plastiques. Il y a plein d'accessoires, plein d'outils, plein de matériaux qui vont permettre aux jeunes de rêver et puis d'essayer de construire leurs rêves. Si jamais donc ils arrivent à fabriquer des produits, ils les vendent dans la petite boutique qui est une autre salle qui est annexe aussi à la salle de restauration, puisque j'y suis allée après déjeuner, les jeunes se mettent derrière un petit étal et puis vendent ce qu'ils ont fabriqué. Donc ça peut être des bracelets en coton qu'ils ont tressés, des produits aussi du jardin ou des produits qu'ils ont fabriqués dans la Maker Room, des produits d'exploitation de la ferme. Voilà pour le Colorado. Alors j'espère que vous avez envie de continuer parce qu'on continue notre voyage et là on arrive au Minnesota. Donc là c'est une structure que j'ai visitée il y a plusieurs années. Là je vous propose la salle centrale qui est une salle, très grande salle aussi dans laquelle on peut se rendre à tout moment. Les jeunes peuvent se rendre à tout moment. C'est une bibliothèque, c'est une salle d'études, c'est lumineux, c'est spacieux et c'est très agréable à vivre. Le jeune adolescent est dans une structure collège-lycée, un laborantin, et il va mener ses propres expériences scientifiques. Donc en général, il y a une salle spécifique. Ici, on la voit, elle est équipée de microscopes, et de tous les matériels nécessaires à éveiller l'esprit scientifique. Voilà
encore une salle dédiée, mais cette fois, je dirais, elle est plus dédiée à l'art et à la création artistique brute qu'à la fabrication, car les matériaux sont plus ancestraux, je pourrais dire, puisque c'est la terre, le bois, la peinture, les pigments. Par rapport à la structure, tout à l'heure au Colorado, il y avait un peu plus de, c'était plus moderne, plus de plastique qui était utilisé. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer un autre type de salle. On va finir sur le Minnesota par justement plusieurs photos qui vous présentent la salle de musique. Et comme vous le constatez, bon, c'est encore une salle spacieuse, bien qu'ici il n'y a pas de fenêtre et ce soit un éclairage artificiel. On a tracé sur la moquette même 2 cercles qui vont être utilisés pour différents exercices, différentes situations. Et c'est vrai que toutes les écoles Montessori que j'ai visitées depuis 15-20 ans, là, elles avaient toutes un programme d'enseignement de la musique. Alors c'était différent d'une école à l'autre, mais c'est vrai que la musique était omniprésente. Alors ça allait de classes dites musique-études, si on peut dire, parce que c'était vraiment intégré au cursus quotidien à l'enfant. Ça pouvait être aussi simplement donc une fois par semaine. Mais quoi qu'il en soit, il y avait toujours un intervenant qui était compétent avec, vous voyez ici, beaucoup d'instruments de musique. Et donc j'ai même vu des salles où les jeunes pouvaient venir jouer du piano dans la structure où j'ai travaillé. Lorsqu'ils avaient fini leur plan de travail, eh bien, ils étaient libres d'aller dans le collège-lycée où ils voulaient aller, et notamment, pourquoi pas, aller jouer du piano dans une petite salle calfeutrée. Alors, certaines académies de musique proposent donc d'aller dans les écoles Montessori pour donner leur cours de musique. Alors, effectivement, il faut repréciser que c'est dans des zones urbaines, ou même si c'est pas urbain, en tous les cas, des zones denses au niveau de la population, parce que on peut créer une académie de musique et se déplacer d'une école à l'autre pour donner ses cours. Le marché est vraiment possible. Alors évidemment, en France, on est assez loin de ça, mais ça viendra. Pour finir sur le thème de la musique et cette école au Minnesota, je dirais que la musique, c'est le lien et le fil conducteur pédagogique de toute l'école. Et ça, c'est important de le rappeler, puisque Maria Montessori avait prévu un cursus très documenté sur la musique, avec du matériel, avec une progression. Et c'est ce que nous détaillons dans le module 26 de la formation online du niveau 2, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Voilà, j'en ai terminé avec le Minnesota et je vais laisser la parole à Caroline qui va nous présenter un lycée qu'elle a visité à Chicago. Merci Muriel et bonjour à tous. Alors je suis contente de pouvoir partager avec vous ma première visite d'une partie collège d'une école Montessori américaine à Chicago il y a déjà quelques années. Alors pour moi qui vivais et qui vis encore en ce moment avec des adolescents et donc qui voit de près le fonctionnement du collège et du lycée, disons, traditionnel en France, c'est une visite qui m'a vraiment enthousiasmée. Et donc, je suis heureuse de partager avec vous. Alors, il s'agissait d'une école Montessori, donc américaine, qui a été fondée en 1963, donc qui existe depuis plus de 50 ans, et qui accueille environ 600 enfants de 2 à 14 ans, donc d'une taille quand même assez importante. Elle est située dans la banlieue de Chicago, donc dans un milieu urbain. Et j'ai choisi de vous présenter 3 points qui m'ont particulièrement intéressée pendant cette visite. Alors tout d'abord la salle de vie des collégiens. Ensuite ce qu'ils appellent dans cette école la pharmacerie. Et la mise en place d'une microéconomie au niveau du collège, en lien direct avec cette pharmacerie que je vais détailler tout à l'heure. Alors tout d'abord ce que j'appelle la salle de vie des collégiens, donc c'est la salle dans laquelle les collégiens peuvent se retrouver dans la journée. Alors ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que cet espace a été vraiment aménagé pour qu'il soit un véritable lieu de vie, chaleureux, dans lequel on se sente chez soi, dans lequel on ait envie de passer du temps
et de partager aussi des moments avec d'autres. Donc il y a différents coins spécifiques dans cette salle que j'avais envie de voir avec vous. Alors sur cette photo par exemple, vous pouvez voir dans le fond un espace un peu surélevé avec une petite estrade. Donc on voit 2 canapés, un fauteuil confortable et puis un grand tableau d'une peinture assez inspirante là, qui décore le mur. Et ce qu'on peut aussi remarquer, c'est l'ordre général qui procure à mon sens un sentiment d'apaisement et qui rend l'espace accueillant, car on sent qu'on peut y prendre place. Là, on se déplace un peu à droite dans la salle et on voit un baby-foot en dessous d'une belle photographie des solides géométriques. Et puis on voit aussi que cette salle donne directement sur un laboratoire. Alors ce laboratoire sert pour la pharmaceurie, que je vais vous présenter ensuite. Et si on revient au premier plan de la photo de départ, on remarque un espace de jeu de société bien aménagé, pratique et qui donne envie d'aller jouer avec quelqu'un. Et dans le fond à droite, une bibliothèque bien rangée avec des présentoirs de livres, une plante verte, un miroir. Là, dans l'entrée à droite, les jeunes ont accès à un espace cuisine qui est aménagé exactement comme on pourrait aménager la cuisine d'une maison familiale. Et donc pour finir avec cette salle de vie là qu'on voit avec un peu plus de recul, et donc on en a une vue plus générale. Bon, la seule chose qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre donnant directement sur l'extérieur. Ça, c'est vraiment effectivement dommage. Bon, il faut savoir qu'on était en étage, que c'est une école urbaine, et donc il n'y a pas directement de jardin. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est que si cet espace est aussi accueillant et aussi bien aménagé, c'est que nécessairement, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont eu la possibilité de s'organiser pour qu'ils le soient. Mais aussi qu'ils ont été accompagnés dans ce but et qu'ils ont pu se l'approprier. Alors je voulais, avant de passer à la pharmaceurie, vous présenter quelques photos d'autres espaces que j'ai pu visiter. Donc là, vous avez une salle qui est dédiée à la technologie. On peut trouver aussi du matériel permettant d'élaborer des constructions. Voilà. Une salle de classe, alors très paisible, l'ambiance est décontractée mais studieuse. Et enfin, alors, la pharmaceurie. Alors, donc ce qui m'a particulièrement enthousiasmée dans cette école, c'est donc ce qu'ils appellent la pharmaceurie. Donc il s'agit d'un programme complet qui va de la ferme à la table et qui implique tous les enfants de l'école de 2 à 14 ans. Donc les collégiens sont responsables de gérer tous les aspects de la ferme pour réaliser des repas. Donc le point de départ, c'est une ferme urbaine qui appartient à l'école et qui est située à quelques pâtés de maison des locaux principaux. Et tous les enfants de l'école participent au travail de cette ferme. Alors c'est à la fois une ferme d'apprentissage et de production, puisque c'est elle qui fournit en œufs, en miel, en fruits, en légumes, la cuisine et la boutique appelée Sandwich Shop du collège. Alors pendant l'été, les enfants cultivent et récoltent des légumes et plantes à fleurs. Et pendant l'hiver, ils maintiennent des récoltes à l'intérieur des serres. Ils nourrissent des jeunes plants dans des laboratoires situés partout dans l'école. Et puis au printemps, ils transportent les jeunes plants dans le potager. Alors ils prennent soin également toute l'année des poules et des abeilles. Les produits récoltés sont conservés pour être utilisés pour la réalisation des repas au cours de l'année. Et quand je dis qu'ils sont conservés, ce sont les collégiens qui les conservent. Mais ce qui n'est pas utilisé en cuisine est vendu au marché du collège qui a lieu en été et à l'automne. Alors à travers cette pharmaceurie, les enfants sont impliqués
chacun à leur niveau et de manière régulière et continue tout au long de l'année. Alors cette participation, elle est guidée par une idée directrice qui a été établie pour chaque tranche d'âge. Donc avant 3 ans, c'est vraiment approcher la nature par les sens. De 3 à 6 ans, c'est apprécier la beauté de la ferme et son fonctionnement aussi. De 6 à 9 ans, ça va être approcher le travail de la ferme en tant que système. De 9 à 12 ans, ça va être se pencher sur l'action locale et globale de la ferme dans une communauté plus large. Et enfin, de 12 à 14 ans, il s'agit de contribuer de manière individuelle pour le bien de la société. Alors, le Sandwich Shop est entièrement géré par les collégiens et sert quotidiennement 100 à 150 repas. Alors des repas succincts, c'est comme de la pizza, des sandwichs, de la soupe, des choses simples, mais entièrement produits par les enfants. Alors c'est une véritable entreprise dont ils sont responsables de A à Z, donc, et qui inclut la gestion de la ferme, de la cuisine, des commandes, du marketing, de la comptabilité, des emplois, des réunions du personnel et des partenariats extérieurs. Pour y prendre part, les jeunes postulent pour un emploi et travaillent ensemble pour concevoir le menu, préparer les repas, en utilisant les produits de la ferme et les produits de partenaires locaux. Alors il faut prendre la commande pour chaque classe de l'école, cuisiner et livrer, mais également nettoyer, respecter les normes d'hygiène d'une cuisine. Donc chacun a un rôle précis. Et au cours de l'année, ils ont aussi des ateliers concernant le travail. Ils organisent ou participent des réunions professionnelles pour faciliter et créer des partenariats locaux. Et ils prennent également des initiatives pour respecter au mieux l'environnement tout en rendant leur activité durable et autonome économiquement. Et les adultes, que font-ils? Donc ils sont présents quand même, mais uniquement en soutien, en conseil, en accompagnement. Ce ne sont pas eux les acteurs de ce lieu, ce sont bien les collégiens eux-mêmes. Et à la fin de l'année, les profits sont donnés à des associations locales, partenaires, ou alors ils sont réinvestis dans le fonctionnement de l'activité même, ce qui permet de soutenir l'école. Alors je vais finir cette présentation par un texte affiché dans le local qui a attiré mon attention. Alors en voici la traduction. Microéconomie du collège, Sandwich Shop, Farmessory, échange communautaire avec responsabilité et innovation, construisons et soutenons la communauté à travers un travail réel. Alors cette affiche est intéressante parce que effectivement, on voit bien que cette école prend en compte le fait que les adolescents ont un profond besoin d'être utiles, et cela beaucoup plus largement que seulement pour eux ou pour leur classe. Et dans ce type de projet, ils peuvent prendre des responsabilités, faire des choix, être acteurs dans leur environnement qui continue de s'élargir. Leur faire confiance et les accompagner avec ce type d'objectifs, voilà ce que nous devons leur offrir, ce que nous devrions offrir à nos adolescents. Alors ici, nous en avons un exemple, mais il pourrait se décliner différemment toujours, mais toujours avec la mise en place d'un travail réel, où chaque enfant peut s'investir et se sentir utile de manière plus large. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce témoignage qui, j'espère, vous aura intéressé, et je redonne la parole à Muriel. Merci. Merci Caroline. On va émerger un petit peu de ces belles structures pour retomber sur terre,
Alors vous l'avez compris, étant donné les contraintes de ce genre de projet, étant donné aussi l'héritage historique français qui est proche du néant, et puis aussi la politique gouvernementale de l'État français, nous ne sommes pas en route pour l'instant sur le chemin qui verra naître rapidement un collège lycée Montessori en France. Étant donné aussi l'actuelle démocratisation et très mercantile de la pédagogie Montessori, on constate que ce qui émerge n'est pas en phase avec les idées et la vision de ces pédagogies dites alternatives, comme celle de Maria ou même de Rudolf Steiner. Les fondements de ces propositions d'éducation différentes sont solides et pérennes, car elles sont basées sur une réflexion philosophique et aussi scientifique pour ce qui concerne Maria Montessori. Elles ont été expérimentées, rappelons-le, depuis des dizaines d'années, comme c'est le cas, puisque nous l'avons vu à travers l'histoire de ce qui s'est passé aux États-Unis en exemple. Alors, sans visionnaire, sans éducateur, sans formateur compétent et sans volonté réelle de la part d'un nombre de familles suffisamment motivées et courageuses pour inscrire leur enfant dans ce genre de projet, et sans soutien financier, rien ne sera possible. Il y a eu des tentatives de soi-disant structures nommées collège, lycée Montessori. Elles ont toutes échoué en France et elles laissent souvent les familles sur leur faim. Donc tout reste à faire, il faut rester optimiste et justement braver ces difficultés. Pour conclure, nous avons partagé des photos, des témoignages de très belles structures Montessori qui accueillent actuellement des collégiens, des lycéens en Europe et aux États-Unis, et qui surtout sont conformes aux idées de Maria et des gens qui ont repris derrière elle cette volonté philosophique de mettre en place des structures pour tout âge. Donc j'ai mis la photo de Rénildé dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que la fondation Hershey était supportée par Madame Hershey, Marie Montessori, Rénildé. Les femmes ont une part active dans ces propositions. Les projets très structurés et structurants, parce que c'est lié, ne verront le jour donc que si des concepteurs sérieux et sachant lever, on l'a dit aussi, mais répétons-le, sachant lever des fonds, peuvent accoucher et prendre soin de ce genre de projet. Alors souhaitons que ce soit une orientation prise par certains porteurs de projets qui seront sérieux et vers lesquels nous envoyons une belle énergie et nous nous engageons d'ailleurs à échanger avec eux pour les aider dans ce sens. Mais peut-être qu'en définitif, le système public a déjà intégré dans certaines structures comme celle-ci au Mans des propositions concrètes pour les jeunes. J'ai trouvé cette photo, cet article sur le net. Il s'agit d'un projet qui a vu le jour d'une AMAP dans la région du Mans. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et remarques positives. Je vous souhaite une belle soirée et vous dis à bientôt pour notre prochain webinaire pédagogique.